Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau d'opinion notre confrère et grand frère dans la profession, Monsieur Yoro Dia. Il est politologue et journaliste ancien du groupe Walfadjri. Bonjour et bienvenue à vous, Monsieur Dia. Bonjour Ndeye Fatou, c'est toujours un immense plaisir que je revienne dans cette maison, que je considère comme ma maison pour les relations exceptionnelles qui me lient à Sidy Lamine Niasse, mais aussi dans cette maison où j'ai commencé le métier de journaliste. Je m'honore toujours de venir ici parce que je me considère comme chez moi. Toutefois, merci d'avoir répondu à notre invitation dans cette maison qui est la vôtre. C'est mon plaisir. Oui, nul le besoin de vous présenter. Yoro Dia est connu de tous. Alors, nous allons entamer la discussion à 10 mois de la présidentielle de 2019. Le climat est-il bon au plan politique? Le climat n'est pas bon parce qu'il y a une tension politique, il y a une tension sociale. Le climat n'est pas bon parce que hier, le président de la République du Cap-Vert, un pays indépendant en 1975, un pays que le Sénégal a aidé financièrement, matériellement, militairement à accéder à l'indépendance, un pays qui a initié la démocratie dans les années 90, le président du Cap-Vert est venu nous donner des leçons de démocratie. Et puis il a dit dans son pays, on ne peut pas sacrifier la sécurité, la liberté à l'autel de la sécurité. Oui. Il est intervenu dans notre Assemblée nationale, boycotté par l'opposition. Et ça, c'est le paradoxe de la démocratie sénégalaise, la plus vieille démocratie du continent. Et comme je dis souvent, le grand paradoxe de la démocratie sénégalaise, c'est parfois nous sommes au top. Nous sommes au niveau de l'Angleterre, de la Suède, des États-Unis. C'est par exemple quand le 25 mars, on élit M. Macky Sall et on l'installe le 1er janvier. Nous sommes le 1er avril. Nous sommes le seul pays au monde à pouvoir faire ça. Ce qui veut dire que sur le plan du système, nous avons une administration qui fonctionne parce que élire un président et l'installer une semaine après, nous sommes le seul pays au monde à pouvoir le faire. Donc parfois nous attendons le sommet, nous sommes au top. Et immédiatement nous redescendons dans le flop. Parfois, comme je dis, parfois on est au niveau de l'Angleterre et puis parfois on revient aussi au niveau du Congo. Par exemple, cette histoire du parrainage nous ramène au niveau du Congo. Parce que pourquoi le niveau du Congo? Parce que la démocratie a toujours deux phases. La première phase, le débat important, ce sont les questions des règles du jeu. Les questions des règles du jeu, premier tour, deuxième tour, comment on vote, isoloir. Et ça, je pensais que le Sénégal l'avait dépassé, parce que c'est là où en est le Congo aujourd'hui. Et puis, la deuxième phase de la démocratie, ça veut dire que quand on est d'accord sur les règles du jeu, que personne ne change, c'est ça l'état de droit. L'état de droit commence quand la classe politique est d'accord sur les règles du jeu, que plus personne ne change. Je donne l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre n'a pas de constitution, rien n'est écrit. Mais les Anglais estiment que la politique doit être une affaire de gentleman. Tout le monde connaît les règles. Aujourd'hui, les États-Unis, la Constitution américaine de 1776, c'est une vieille dame de 2 siècles que tout le monde respecte. Aujourd'hui, si vous regardez le système électoral américain, c'est le système le plus compliqué. Il n'y a pas, le Sénégal naïvement veut avoir des règles parfaites, ça n'existe pas. Un texte parfait n'existe pas. Vous faites des textes, le texte fonctionne et maintenant les textes deviennent sacrés avec le temps. Si vous prenez l'exemple des États-Unis, c'est le seul pays au monde où vous pouvez avoir la majorité et ne pas être élu. Et les Américains l'acceptent. Et c'est pourquoi je dis dans notre démocratie, parfois au niveau de l'Angleterre et parfois on est au niveau du Congo. Cette histoire de parrainage... On va y venir. Mais pour rester avec cette visite du président du Cap-Vert, en l'absence du groupe des députés libéraux et non inscrits, il a fait cette déclaration. Quelle est votre réaction? Non, mais il a raison. C'est pourquoi je dis le Sénégal regresse parce qu'on en revient toujours aux règles du jeu. Si le pays avait trouvé un consensus sur les règles du jeu, si la classe politique est d'accord sur les règles du jeu et que plus personne ne le change, on n'aurait pas cette histoire du parrainage. Et si on n'a pas cette histoire du parrainage, là, le président capverdien se serait prononcé devant une assemblée nationale dans sa diversité. Le Sénégal doit tenir première démocratie du continent. Et comme je dis, nous sommes la plus vieille démocratie du continent, mais nous ne tenons pas notre rang de première démocratie du continent. Et ça, on ne le fait pas parce que j'ai l'impression que c'est comme le mythe de Sisyphe. On retourne toujours en arrière. On en revient toujours aux règles du jeu. On joue le jeu depuis 2 siècles. Mais à chaque élection, on en revient encore sur les règles du jeu. Et c'est là où il y a un décalage entre les Sénégalais et la classe politique. Si vous regardez bien dans l'histoire politique, dans les années 80-90, la démocratie sénégalaise était violente. Il y a eu les émeutes de 88, en 94, il y a eu des émeutes, l'assassinat du juge Babacar Seye, l'assassinat des policiers. Mais depuis qu'il y a eu 2 alternances, vous vous rendrez compte que les Sénégalais sont devenus pacifiques. Et c'est quoi le changement fondamental? Le changement fondamental, c'est parce que les Sénégalais sont
convaincus que voter sert à quelque chose. Les Sénégalais peuvent être violents, mais la violence s'exerce heureusement dans les urnes. Et c'est pourquoi, quand on voit cette histoire du parrainage-là, il ne faut pas que le pouvoir se méprenne en disant oui, on a réussi à voter la loi sur le parrainage, donc l'opposition ne représente pas grand-chose. On a réussi à condamner... À ce titre, les conditions sont-elles réunies pour que l'on puisse avoir des élections sans heurts? Non, les conditions sont... Non, à mon avis, le Sénégal n'a pas un problème électoral. Nous avons un système, aujourd'hui dans notre système, l'alternance est la respiration naturelle de notre démocratie. Nous avons un système qui a produit 2 alternances en 12 ans. Alternance en 2000, alternance en 2012. Et c'est pourquoi je parle de retard. Ça veut dire que nous avons un système qui fonctionne. Quand vous avez un système qui fonctionne, vous sacralisez le système et vous passez dans la phase 2. Aujourd'hui, il est urgent pour le Sénégal de passer dans la phase 2 de la démocratie où l'élite politique, parce que quand on est dans une république, la république est une affaire d'élite. Et quand vous aspirez à diriger le Sénégal, ça veut dire que vous devez avoir un cerveau exceptionnel, vous ne faites pas de l'élite. Et c'est dommage que l'élite politique du Sénégal, que 90% de l'élite politique du Sénégal soit piratée par des questions de règles du jeu. Pendant 20 ans, c'était la question du fichier électoral, et puis aujourd'hui, nous sommes en 2012, nous sommes à une année de la présidentielle. Les Sénégalais auraient, moi en tout cas en particulier, j'aurais voulu qu'il y ait un grand débat sur l'éducation nationale entre la majorité et l'opposition. J'aurais voulu qu'il y ait un débat sur la sécurité nationale. Le Mali est un État fragile qui peut s'effondrer, et si le Mali s'effondre, les terroristes, les islamistes seront à nos frontières. J'aurais aimé qu'il y ait un débat sur ça, et non pas qu'on perde toujours du temps, qu'on retourne toujours en arrière. Je veux qu'on atteigne le stade de l'Angleterre et qu'on s'y tienne, et qu'on ne revienne plus au-dessus des règles du jeu. Mais ça, là, vous allez revenir au Sénégal parce que le 19 avril 2018, avant 13h, tous les ténors de l'opposition, excepté ceux qui siègent à l'Assemblée nationale, ont été arrêtés. Oui, mais c'est ça qui est grave pour un pays où l'on vote depuis 2 siècles. Les leaders de l'opposition ont été arrêtés parce que la police a estimé que les gens de l'opposition n'avaient pas le droit de vouloir interdire à l'Assemblée de voter une loi. Et c'est toujours intéressant de comparer comme le 23 juin et le 19 avril. Le 23 juin, c'était une révolution. Et comme on dit en sciences politiques, on ne fait pas la révolution, elle finit par arriver. Donc le 23 juin, aussi bien le pouvoir que l'opposition, personne ne pouvait prédire ce qui allait se passer. Maintenant, c'est après qu'on fait de la récupération, c'est après qu'on construit. C'est après qu'on construit. On ne prend pas tous les jours la Bastille. Quand même, c'est pas bon pour l'image du Sénégal qu'on voit ces images à travers le monde où les chefs de l'opposition, d'anciens premiers ministres, d'anciens ministres d'État, soient dans des fourgons de la police. Et ce qui est bien pour l'image du Sénégal, c'est qu'on voit à l'Assemblée nationale un débat de gentlemen. Parce que le Sénégal peut attendre ça. Parce qu'aujourd'hui, on pouvait comprendre ça dans les 90, où l'opposition n'avait jamais été aux affaires, où l'opposition était dépeinte comme des bandits de grand chemin. Si vous regardez l'opposition du Sénégal, mais quand même, vous avez M. Idriss Seck qui a été ancien Premier ministre, vous avez M. Abdou Mbaye qui a été ancien Premier ministre, vous avez Omar Sarr, ancien ministre d'État, vous avez Gab qui a été ancien ministre. Donc ce sont des gens qui ont pratiqué l'État. Et comme je dis, le mal de notre démocratie, c'est que on n'est pas d'accord sur les règles du jeu. Et aussi longtemps que le Sénégal ne fera pas ça, on fixe les règles du jeu et on se dit personne ne les change, même si on a la majorité, le Sénégal ne va pas de reculer. Et c'est ça la différence entre un État légal et un État de droit. Un État légal, c'est vous dites j'ai la majorité pour changer les règles, je les change. Un État de droit, c'est vous dites qu'il y a un certain nombre de règles de base que personne ne change. Il y a un consensus. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que parfois nous sommes au niveau de l'Angleterre et subitement nous revenons au niveau du Congo. Restons, M. Yorodia, avec cette folle journée du 19 avril où les forces de l'ordre ont violemment réprimé les manifestants. Alors, si les garants de la sécurité violent le principe des droits humains, qu'est-ce que cela vous fait? Non, mais je pense que il ne faudrait pas aussi, il ne faudrait pas qu'on soit sévère avec la police. Parce que il faut être sévère avec les hommes politiques. Ça veut dire que la police reçoit des ordres. Et comme je dis souvent, le jour où on va en arriver... Doit-on exécuter tous les ordres? Oui, non, mais bien sûr. Le jour où on va en arriver, où un commissaire de police a un pouvoir d'interprétation sur les ordres qu'on lui donne, il n'y a plus d'État. Et les agents de l'État sont investis d'autorité publique. Donc les agents de l'État investis d'autorité publique sont tenus d'appliquer l'autorité publique parce que tu ne peux pas les poursuivre aussi longtemps que tu ne prouves que l'acte qu'il a posé est détachable de ses fonctions. Et donc, quand une manifestation est interdite, la police est obligée de réprimer. Donc, maintenant, la bonne question, c'est que quand les hommes politiques du Sénégal vont s'entendre sur un certain nombre de règles de base, à savoir que marcher doit être ordinaire, manifester doit être ordinaire. Mais je trouve que le 19 avril, il y a eu des excès.
Le fait de dire aussi nous allons empêcher à l'Assemblée nationale de délibérer, nous allons interrompre le processus, c'est un excès. Et je trouve aussi que le pouvoir aussi a été excessif en ne cherchant pas le consensus. Évidemment, les gens diront qu'ils vont essayer de chercher le consensus, mais ils n'ont pas pu le trouver. Mais ça, c'est comme le Ils l'ont cherché d'une manière tardive. Oui, c'est comme le débat que nous avons depuis 1983 sur le fichier électoral. Il n'y a jamais eu d'accord sur le fichier électoral. Il n'y a jamais eu d'accord sur le fichier électoral. Il y a eu un accord sur le fichier électoral en 92, c'était le fichier de Kebamba et de Kader Boye. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir l'alternance en 2000. Et quand vous avez un système qui produit deux alternances, et je pense que nous ne devons pas nous permettre de revenir au niveau du Congo et du Burundi. Et aujourd'hui, nous sommes revenus à ce niveau-là. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a des manifestations de rue, l'opposition va empêcher qu'on vote une loi, le pouvoir estime que l'Assemblée souveraine doit voter la loi. Nous sommes aujourd'hui au niveau du Congo. Il est temps de quitter ce niveau du Congo pour, enfin, à mon avis, rejoindre le niveau de l'Angleterre. Parce que toutes les conditions sont réunies. Nous avons une opposition composée d'anciens premiers ministres. Et dans un système démocratique normal, je donne l'exemple de l'Angleterre. Tout le monde sait en Angleterre que l'opposition d'aujourd'hui est la future majorité de demain. Le chef de l'opposition est le futur Premier ministre. Et c'est pourquoi il y a des rapports de gentlemen. Si je suis bien votre logique, le mal du pays, ce sont les politiques. Mais ce sont les politiques parce que ce sont les politiques et surtout leur incapacité à trouver des règles du jeu et à s'y tenir. Et c'est pourquoi je dis que c'est une erreur grave de penser qu'il y a des institutions parfaites. Ça n'existe pas. Les institutions les plus compliquées, ce sont les institutions américaines. Et aujourd'hui, l'Amérique est considérée comme l'une des plus grandes démocraties au monde. Et dans ce système, il peut arriver, comme récemment, lors des élections américaines, où Hillary Clinton a plus de 50% et c'est Donald Trump qui est élu. Mais qui comprend quelque chose dans le système américain? Les Super Tuesday, le New Hampshire, tout ça, c'est très compliqué. C'est compliqué parce que ça date de 1776. Les Américains l'ont conservé et c'est devenu sacré. Il faut que les Sénégalais en arrivent à ça. On dit, on a un système, ça fonctionne, on ne les change pas. Il faut que les gens s'adaptent au système et non pas par le biais de l'état légal. J'ai la majorité, et les gens adaptent le système. Une constitution que l'on change entre 2016 et 2017. Non, c'est le drame, comme je dis souvent, c'est parce qu'on en revient toujours aux règles du jeu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus sur les règles du jeu. Et aussi longtemps que le Sénégal ne l'aura pas, notre pays, sur le plan démocratique, va faire la valse infinie entre le top et le flop. Et quand nous faisons une alternance, nous installons un président en une semaine, tout le monde salue la moitié de la démocratie sénégalaise. Et au lieu d'être au sommet de la montagne, et nous revenons dans la vallée, parce qu'aujourd'hui, rien ne nous différencie du Congo. Parce que quand vous voyez les événements du 19 avril, d'anciens premiers ministres arrêtés, l'Assemblée nationale sécurisée comme s'il y avait une état d'urgence, à mon avis, c'est une régression. À mon avis, c'est une régression fondamentale. Et aussi longtemps qu'on ne le fera pas, ça va être un éternel recommencement. La démocratie du Sénégal, aujourd'hui, l'alternance et la restauration nationale de la démocratie. Demain, l'opposition, ça peut être en 2019, ça peut être en 2024. S'il n'y a pas de consensus, l'opposition qui va arriver au pouvoir va déconstruire tout le schéma politique de Macky Sall. Ouais. Et comme l'opposition encore reviendra au pouvoir, ça veut dire que ça va être un éternel recommencement. Et aujourd'hui, on est dans un éternel recommencement. Et quand vous voyez ce qui s'est passé en 2012 avec l'histoire du troisième mandat de Wade, je pensais que la page était fermée. Mais aujourd'hui, avec le parrainage, on en revient encore aux règles du jeu. Cela serait pitoyable pour le pays. Mais c'est dramatique. Si vous prenez l'exemple des États-Unis, c'est la même chose. Si vous prenez l'exemple de l'Inde, qui est aussi une très grande démocratie, l'élection dure un mois. Ça veut dire que chaque pays a ses spécificités. Ça veut dire que vous avez les règles du jeu et ça dure dans le temps et finalement les règles deviennent sacrées et personne ne les change. Mais au Sénégal, on ne peut pas imaginer qu'on vote un dimanche et qu'on nous dise que oui, les résultats, vous les aurez dans une semaine. En Inde, l'élection dure un mois. Aux États-Unis, vous pouvez avoir la majorité et ne pas être élu. Mais c'est le modèle américain. Il faut qu'on parvienne à trouver... Mais nous, notre spécificité réside dans le fait qu'on est dans un processus d'éternel recommencement. Mais parce que, comme je dis, les gens ne se sont jamais donné la peine d'être d'accord sur les règles du jeu. Mais prenez l'exemple du Sénat. C'est un bon exemple qui montre comment, parfois, et puis l'absence de consensus frise au ridicule. Diouf crée le Sénat, Abdoulaye Wade le dissout, le crée, le dissout encore. Macky Sall, qui était contre le Sénat, arrive au pouvoir et puis crée le Sénat et le dissout pour des raisons climatiques. À l'époque, ça m'avait beaucoup fait rigoler. Et je disais, dans l'histoire de la science politique, c'était la première fois qu'on supprimait une institution pour des raisons climatiques. Il y avait une inondation et puis le président avait dit les 8 milliards du Sénat et puis on le met pour régler la question des inondations. On n'a pas pensé... Encore qu'il y a une nébuleuse dans la gestion de ces fonds. On n'avait pas pensé dissoudre l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale était utile. À mon avis, l'urgence aujourd'hui, cette histoire du parrainage-là, on doit tirer les leçons de ça en se disant on fixe les règles du jeu et que personne ne puisse les changer
pendant que vous êtes au pouvoir. C'est ça un État. Comme je dis, le primat de l'État de droit, c'est quand les acteurs politiques tombent d'accord sur les règles du jeu et que personne ne les change, quelle que soit sa majorité. La loi sur le parrainage est passée à l'hémicycle, M. Yorodia, sans débat. Toutefois, il faut retenir que les députés de l'opposition et les non-inscrits ont bloqué durant 30 minutes la séance. Qu'est-ce qu'il faut décrypter derrière cet acte? Et c'est ça qui est normal. Madame, je suis content que M. Madi Kenya ait fait de la guérilla parlementaire. Et c'est ça qui est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est ce qui s'est passé dans la rue. C'est ça qui n'est pas normal. Notre démocratie, quand vous êtes dans une démocratie, le lieu par essence du débat, ce sont les médias et le Parlement. Ça veut dire que des scènes de rue, des émeutes de rue, c'est pour des sociétés pré-démocratiques. Et le Sénégal ne doit pas être considéré comme une société pré-démocratique, où quand on vote une loi, nous sommes comme dans une sorte d'état d'urgence, on empêche aux gens de travailler, les gens ont peur de sortir, les gens ont peur de circuler avec leur véhicule. C'est ce qui s'est passé dans l'Assemblée nationale, c'est ça qui est normal. Cette passion-là, le fait que Maître Madi Kenya, que je félicite d'ailleurs au passage, ait tenté cette guérilla parlementaire pour bloquer le processus. Le fait que Mme Aïdembo ait essayé de faire la même chose, et c'est ça qui est normal. Le fait que les députés soient tellement passionnés qu'ils en soient venus au point. Et c'est ça qui est normal. En démocratie, la passion, le débat, c'est à l'Assemblée nationale et dans les médias. Il faut que le Sénégal en arrive à ça. Ce qui est normal fait que quand il y a une loi comme ça, et puis que l'opposition, après le débat parlementaire, puisse avoir un recours, puisse saisir la justice, et c'est ça qui est normal. Mais ce qui n'est pas normal, et il faut que le Sénégal sorte de ça, c'est les émeutes de la rue, les chars de combat. Et à mon avis, le Sénégal a dépassé ça. Oui, ce qui est normal, il y a une minorité de 27 qui a dicté sa loi à une majorité de plus de 120 personnes. Non, l'Assemblée, si on vote, si l'opposition a boycotté et que le vote se soit bien passé, maintenant l'opposition peut saisir le Conseil constitutionnel. Et comme je dis, c'est ça qui est normal, la passion. Non, je parle de ce blocage créé par l'opposition qui a été... Mais c'est normal, mais l'opposition est dans son rôle. Et c'est ça la démocratie, l'opposition est dans son rôle. Un rôle réussi. Oui, mais l'opposition est dans son rôle. Mais bon, même si après, à la fin, la loi est passée. Mais l'opposition du Sénégal, à l'intérieur du Parlement, a été magistrale. Et c'est ça une grande démocratie. C'est de la guérilla parlementaire. Ça veut dire que c'est utiliser les subtilités de la loi pour bloquer le processus. Ça veut dire que montrer qu'on est passionné, montrer que nous ne sommes pas d'accord. La démocratie est une aristocratie d'orateurs. La démocratie n'est pas une aristocratie de gladiateurs. Ce sont les Grecs et les Romains qui ont inventé la démocratie. Et dans la Rome antique que j'adore, on disait qu'il y a une différence entre le marbre du Sénat, où se font les débats, et la poussière du Colisée, là où il y avait les gladiateurs. Ça veut dire que le Sénégal n'a pas besoin de gladiateurs. Le Sénégal a besoin de parlementaires, le président a besoin d'hommes politiques civilisés qui ont des idées pour nous dire comment on va développer le Sénégal. Mais la normalité, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Le fait que l'opposition montre qu'elle n'est pas d'accord, donne des arguments, utilise des tactiques parlementaires pour bloquer l'avènement de la loi. Et quand ça ne marche pas, l'opposition doit toujours avoir un recours, ça veut dire aller en justice. Il faut qu'on en arrive à ça. Mais pour qu'on arrive à ça, il faudrait aussi que la justice sénégalaise cesse d'être le maillon faible de notre système. À ce titre, au vu des multiples contestations autour de cette loi instituant le parrainage, doit-elle être promulguée? Mais ça, c'est le dossier du président de la République. Sauf, à mon avis, sauf miracle, le président de la République va promulguer la loi. Parce que pour le parrainage, il y a 2 degrés de lecture. Le premier degré de lecture, c'est de dire officiellement, comme le fait le gouvernement, ça contribue à rationaliser la vie politique, avec l'argument. Mais l'autre argument sur le parrainage, c'est l'argument politicien. Et c'est quoi l'argument politicien? C'est limiter le nombre de candidatures. Et pourquoi limiter le nombre de candidatures? Parce que ce qui a été la faiblesse de l'opposition pour les législatives, ça veut dire la division, risque d'être sa force à la présidentielle. Et c'est ça la règle en sciences politiques. En sciences politiques, on dit, pour l'élection présidentielle, il y a 2 règles. 1, toute candidature est une contestation du candidat sortant. Ça veut dire toute personne qui se présente en 2019 se présente contre Macky Sall. Idriss Seck ne se présente pas contre Sonko, Sonko ne se présente pas contre Gakou. Toute personne qui se présente contre Macky Sall. D'où la deuxième règle. Et elle est fondamentale. La deuxième règle dit que toute voix qui n'est pas pour le sortant est forcément contre le sortant. Donc, plus tu as de candidats, plus tu as de voix contre le sortant. Et donc, plus tu as de voix contre le sortant, plus tu t'approches d'un second tour. Et donc, c'est ça, à mon avis, l'argumentaire politicien du partage. Ça veut dire que limiter le nombre de candidatures. Parce que plus tu as de candidats, je donne un exemple. Si moi je suis candidat à la présidentielle, dans mon village de Keur Sadio dans le Cayor, où il y a peut-être 200 ou 300 habitants, ils vont voter pour moi. Donc c'est 300 voix contre Macky Sall. Si je ne me présente pas, Macky Sall va au moins peut-être avoir les 150...
50 voix. Si vous prenez les résultats des législatives, M. Abdou Mbaye a eu à peu près 30 000 voix. S'il va à la présidentielle, s'il fait 30 000 voix, c'est 30 000 voix contre Macky Sall. Ousmane Sonko, s'il a 60 000 voix ou 100 000 voix, c'est 100 000 voix contre Macky Sall. Donc, plus tu as de voix, plus tu as de candidats, plus tu as de voix contre Macky Sall. Et plus tu as de voix contre Macky Sall, plus tu t'approches du second tour. Et à mon avis, c'est un peu cet argument politicien du parrainage que les gens n'ont pas bien analysé. Ça veut dire que limiter le nombre de candidatures pour s'éloigner du maximum du second tour. Vous êtes pour ou contre le parrainage en tant que politologue? Non, moi je suis pour qu'il y ait un consensus. Ça veut dire qu'il y a de bonnes choses dans la loi. Il y a de bonnes choses du genre, ça de l'argumentaire technique, mais aussi à l'argumentaire politicien. Ça veut dire qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ce qui est bon, c'est qu'il y ait un consensus sur les règles du jeu. Sans parrainage, il y a eu alternance en 2012. Sans parrainage, il y a eu alternance en 2012. Et c'est pourquoi je dis que les hommes politiques se trompent. Ça veut dire que le Sénégal est une grande démocratie, mais les hommes politiques n'en sont pas encore à ce niveau. Les Sénégalais sont convaincus que voter sert à quelque chose. Et c'est pourquoi vous n'entendrez plus les Sénégalais dans la rue, vous ne les verrez plus brûler des pneus. Mais par contre, les gens se sont inscrits massivement. Et à mon avis, si j'étais à la place des gens du pouvoir, j'aurais pris peur. Ça veut dire que quand vous faites une refonte du fichier électoral, vous vous dites que mon objectif maximum, c'est d'avoir 4 millions d'électeurs. Si j'ai 4 millions d'électeurs, je maintiens le système. Et aujourd'hui, on est presque à 7 millions. Ouais. Et ça, c'est un signal fort des Sénégalais qui ont compris qu'aujourd'hui, voter sert à quelque chose. Et c'est pourquoi je dis souvent que l'erreur des hommes politiques, c'est de penser qu'ils en sont encore dans les années 90, histoire de rapport de force sur le terrain. Mais aujourd'hui, le Sénégal est devenu une démocratie d'opinion. Une démocratie d'opinion s'exprime dans les urnes. Et c'est pourquoi le pouvoir ferait une erreur grave en disant, et puis bon, on a fait passer la loi sur le parrainage, l'opposition n'existe pas, comme ils disent, Tekouldara. On a condamné Khalifa Sall, les gens ne sont pas descendus dans la rue, Khalifa Sall n'ont pas, pas de force sociale. Je termine, n'a pas de force sociale. Oui. Mais aujourd'hui, c'est une démocratie d'opinion. Ça veut dire que les gens observent et voient et se font leur propre opinion. Et cette opinion-là va s'exprimer maintenant le jour des élections, où les Sénégalais vont décider si oui ou non ils vont renouveler le contrat à durée déterminée de M. Macky Sall. Et c'est ça l'enjeu fondamental. Oui. Avant cela, par rapport au parrainage, l'argument avancé selon lequel il y a une volonté de rationaliser les partis politiques, est-ce que cela tient debout? Non. Souvent vous entendez qu'au Sénégal, il y a 300 partis politiques, mais ça montre, mais moi je préfère qu'il y ait 300 partis politiques au Sénégal que de vivre en Corée du Nord, où il n'y a qu'un seul parti. Je préfère vivre au Sénégal où il y a 300 partis politiques que de vivre dans la Gambie de Yaya Jammeh ou bien dans la Tunisie de Ben Ali. Ça veut dire que la démocratie, comme on dit, c'est une affaire de tout le monde. Donc, à mon avis, c'est un signe de vitalité démocratique. Et en plus, de par la loi, un parti politique est une association privée. Et je ne vois pas comment l'État peut dire du jour au lendemain, je limite les partis politiques. On le fonde sur quoi? Les Sénégalais qui décident de créer une association, les partis politiques ont presque le même statut que les ASC. L'exemple que je donne souvent, si on avait estimé que les partis politiques étaient trop nombreux en 2007 et qu'on devait les limiter, aujourd'hui, M. Macky Sall n'aurait pas créé la PR et aujourd'hui, il n'aurait pas gagné la présidentielle de 2000. Donc on ne peut pas, par la loi, dire que on ne peut pas, de par la loi, dire oui, on limite le nombre de partis politiques comme l'avait fait Senghor dans les années 70, mais ce n'était pas tout démocratique. Mais par contre, l'État peut rationaliser en appliquant la loi. Dans la Constitution, il est dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Si vous créez un parti politique et que l'État constate que vous ne concourez pas à l'expression du suffrage, l'État peut vous dire que, mais monsieur, vous avez créé un parti politique pour aller aux élections, donc vous ne partez pas aux élections 2 ou 3 fois, le parti est dissous. Il y a plusieurs moyens de rationaliser. Les partis politiques doivent avoir un siège, les partis politiques doivent faire un certain nombre de déclarations. Si on appliquait la loi, et puis au moins les 3/4 des partis politiques disparaîtraient. Oui. On n'a qu'appliquer la loi. L'opposition a-t-elle des chances d'obtenir gain de cause en engageant cette bataille judiciaire? Sur le parrainage? Oui, surtout en déposant un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Bon, et puis, comme on dit en droit, l'opposition s'en remet au pouvoir des 5 sages, mais je doute... Des 7 maintenant. Des 7 sages, oui. Mais je doute que les 7 sages leur donnent gain de cause. Et ça aussi, c'est... Par exemple, le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur l'opportunité de la loi. Le Conseil ne se prononce pas sur l'opportunité de la loi. Le Conseil constitutionnel ne se prononce pas est-ce que la loi est bonne ou mauvaise. Le Conseil constitutionnel va voir les critères ont été respectés.
Est-ce que la majorité a eu un certain nombre de voix? Est-ce que la majorité a respecté le règlement intérieur? Donc les gens se trompent souvent. Je donne souvent l'exemple de la loi Ezzan. Quand les gens disaient oui, le Conseil constitutionnel allait annuler la loi parce que c'est un membre du Conseil constitutionnel qui avait été assassiné, je disais non, le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur le portée de la loi. Même si ça fait mal aux juges constitutionnels de voter une loi qui gracie un assassin de leurs anciens collègues, ils n'y peuvent rien parce qu'ils ne sont pas appelés à se prononcer sur l'opportunité de la loi, mais ils sont appelés à voir est-ce que les conditions exigées par la loi pour voter une loi, est-ce que les conditions ont été acceptées. Je doute fortement que les 7 sages aient autant d'audace pour... enfin, le Conseil constitutionnel du Sénégal ne nous a pas beaucoup habitués à être audacieux pour prendre certaines décisions. Oui. À ce rythme, Monsieur Yoro Dia, pensez-vous que le président Macky Sall, peint par nos confrères de l'Observateur comme quelqu'un de machiavélique, fait mieux que Diouf et Wade? Bon, les Sénégalais vont en décider le 19 mars. Ça veut dire que s'il renouvelle, la démocratie du relativisme, ça veut dire que s'il renouvelle son contrat à durée déterminée, ça veut dire que les Sénégalais ont décidé qu'il a fait de bonnes choses. C'est ça un pays, hein. Par exemple, quand tu vois Diouf pendant 20 ans, comme je dis souvent, Diouf pendant 20 ans n'a pas construit grand-chose, ni de route, ni rien, mais Diouf a consacré toute son énergie à l'État pendant 20 ans. Et d'ailleurs, les 12 ans de l'ouragan Wade, si l'État ne s'est pas effondré, c'est parce que Diouf avait fait beaucoup d'efforts pour créer un certain nombre de fondamentaux. L'ouragan Wade, pourquoi? Non, mais parce que politiquement, et puis en 12 ans, Wade aura tout fait. Wade aura dissous l'Assemblée. C'était une période intéressante. Wade aura dissous l'Assemblée, couplage, découplage. Voilà, ça veut dire que Wade fait un séisme permanent. Mais l'État ne s'est pas effondré. Et c'est ça un État. Ça veut dire que c'est comme la chanson de Pink Floyd. Ça veut dire que chaque président vient et met sa pierre. Oui. Et comme je dis dès le début, Macky Sall n'est pas attendu sur l'État, parce que ça c'est Diouf. Macky Sall n'est pas attendu sur la nation, parce que ça c'était Senghor. Aujourd'hui, Macky Sall est attendu sur autre chose. Et au plan démocratique? Non, mais comparé à Diouf et Wade? Non, mais le Sénégal, non. Ça veut dire que le Sénégal n'a pas un problème de démocratie. Le Sénégal a un problème économique. Le Sénégal a un problème économique. Quand un système produit une alternance pendant 2 alternances en 12 ans, ça veut dire qu'on n'a pas un problème démocratique. Maintenant, vous pouvez arriver au pouvoir mais par l'idée du pouvoir. Mais vous avez souligné un recul démocratique après le vote de cette loi sur le parrainage. Mais on l'avait ça, c'est comme je dis, parfois on est au niveau de l'Angleterre, parfois aujourd'hui au niveau du Congo. La politique aussi c'est une question de rapport de force. Le début de la fin de Wade a commencé le 23 juin. C'était le début de la fin. Et Macky Sall s'est peut-être dit, si je recule cette histoire du parrainage, l'opposition va sentir mon point faible et va accentuer la pression sur son point faible. Macky Sall n'est pas attendu sur des réformes démocratiques. Macky Sall est attendu sur d'autres questions. Maintenant, s'il pense que son rôle dans l'histoire, c'est de raffermir la démocratie sénégalaise, il se trompe lourdement. Ce pays n'a pas un problème démocratique. Ce pays a un problème économique. C'est sur ces questions-là que Macky est attendu. Oui. L'État, c'était... Senghor a fait la nation, Diouf a fait l'État, Wade a fait les libertés publiques et l'alternance. On attend Macky Sall sur l'émergence. Ça veut dire que, attendre sur l'émergence, ça veut dire que le Sénégal, qui a été l'exception démocratique, doit avoir l'ambition de devenir l'exception économique. Et pour devenir l'exception économique, comme je dis souvent, il faut qu'on arrête de nous comporter, que notre démocratie arrête de se comporter comme étant celle du Congo. Ce pays est-il devenu l'exception économique? Sénégal. Avec la situation actuelle. Non, on en est encore loin. Être l'exception économique aujourd'hui, c'est d'avoir l'ambition de dépasser la Côte d'Ivoire. Et c'est ça l'exception économique. Il y a 2 grands pays dans l'UEMOA, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Avoir ambition économique, c'est dire que nous devons nous donner aujourd'hui les moyens de dépasser la Côte d'Ivoire. Mais ça, pour le faire, il faudrait que nos hommes politiques tombent d'accord sur les règles du jeu et disent maintenant, on va consacrer 90% de notre cerveau pour essayer de régler les questions économiques et les questions sociales, comme aujourd'hui celle de l'éducation. Mais on ne peut pas se permettre, après, je rappelle que nous votons au Sénégal depuis 1848, après 2 siècles de jeu, de revenir encore aux règles du jeu. Et le parrainage nous ramène encore à ce niveau-là, où nous sommes dans la phase infantile et primaire de la démocratie. Oui. Nous restons avec l'économie sénégalaise. On a vu que avec la cessation de la licence de Tigo à Yérim Sow, voire le groupe avec lequel il travaille, il y a un Sénégalais qui a été laissé en rade, à savoir Kabirou Mbodj. Cette préférence nationale qui est parfois, et même beaucoup, déjouée par ce régime actuel. Comment vous l'analysez? Bon, en démocratie, ce qui est important, c'est l'image perçue.
Et aujourd'hui, la perception que les gens ont de l'histoire, c'est que Macky Sall est plutôt l'homme des Français. Ça veut dire que, et puis vous avez cette histoire de Tigo, Oui. vous avez aujourd'hui, quand vous lisez la presse, on parle de plus en plus de la SDE qui va être donnée à des Français. Bon, Abdoulaye Wade avait essayé une ouverture économique vers l'Asie, diversifier nos partenariats, l'Inde, la Chine, en faisant venir DP World, et puis on parle de plus en plus du retour de Bolloré en Afrique. C'est la perception que les gens ont aujourd'hui. Et à mon avis, ce serait dramatique que Macky Sall, un président né après l'indépendance, ça veut dire qu'il n'a jamais chanté nos ancêtres les Gaulois, qui ont été socialisés sénégalais, se comporte ou bien soit perçu comme l'homme des Français. C'est l'homme qui sacrifie les intérêts de son pays pour les intérêts de la France. Et aujourd'hui, c'est cette perception que les gens ont, c'est cette perception que le secteur privé a. Et à mon avis, il est de son intérêt de déconstruire cette perception que les Sénégalais ont, à savoir qu'ils donnent le pays aux Français. L'opposition le dit, mais c'est de bonne guerre, c'est ça la démocratie. Oui. La différence entre la démocratie et dans les faits aussi. Non, on se rend compte que les Français ont vraiment pris le dessus sur nos investissements. Et tous les grands projets de l'État. Les Français ne sont jamais partis. Par exemple, quand vous lisez le livre de Pierre Messmer, Les Blancs s'en vont, les Français ne sont jamais partis. Les Français nous ont accordé l'indépendance en restant. Ils sont restés à cause de 3 outils. L'outil monétaire, le CFA, ils sont restés avec l'outil culturel, le centre culturel français, ils sont restés avec les accords de défense. Ça veut dire, c'est pourquoi je parle de perception. Et à mon avis, et c'est ça qui est intéressant en démocratie. En démocratie, tout est relatif. C'est la différence entre la religion et la démocratie. Dans la religion, vous avez des réponses simples et définitives à des questions complexes. Et en démocratie, vous n'avez que des solutions relatives. Et c'est pourquoi la démocratie se fonde sur la perception. Vrai ou faux, c'est la perception que les Sénégalais ont aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, Macky Sall est en train de donner le pays aux Français. Et à mon avis, c'est ça où, si c'est vrai, c'est ça où il ne comprend pas son rôle dans l'histoire. Que Senghor, Diouf, Abdoulaye Wade se comportent de la même manière, ça peut se justifier. Parce qu'en sciences politiques, il y a ce qu'on appelle la culture politique. La culture politique, c'est quand il y a un événement qui marque toute une génération. Diouf, Abdoulaye Wade, Senghor, même s'il y a 40 ans de différence, ce sont tous des produits de la colonisation. Et quand vous êtes un produit colonial, vous pensez qu'il y a d'autres valeurs que celles de la métropole. Et Macky Sall est né après l'indépendance. C'est quand même dramatique que pour un président né après l'indépendance, qui n'a jamais chanté nos ancêtres les Gaulois, qui a été socialisé sénégalais, ce serait quand même dramatique qu'il soit perçu comme celui qui est à l'origine du grand retour entre guillemets de la France. Oui, la France, on y reste. Le franc CFA revient à la charge avec ce pays, la France, qui refuse de changer son appellation. À ce sujet, nos chefs d'État africains ne doivent-ils pas prendre leurs responsabilités devant l'histoire? Non, mais ce sont les Africains qui se complètent dans la servitude volontaire. Pour l'histoire du CFA, on connaît des pays qui étaient dans le CFA et qui n'y sont plus. C'est la Guinée. Oui. C'est le Mali qui a quitté le CFA et qui est revenu. Et aujourd'hui, sur le plan économique, je ne pense pas que le Sénégal envie la Guinée. Ça veut dire que techniquement, le CFA est une bonne monnaie. Le CFA est une bonne monnaie parce que ça nous permet d'avoir une certaine stabilité. Maintenant, si c'est le nom qui dérange, on peut le changer. Ça veut dire que si le CFA n'est pas arrimé à l'euro, il va être un jour arrimé au dollar. C'est ce que refusent les Français. Non, les Français ne refusent rien. C'est ce qu'on appelle la servitude volontaire. C'est la servitude volontaire. Le CFA existe encore parce que les chefs d'État, ça doit exister. Parce qu'ils estiment que leur économie, ils trouvent leur compte. Parce qu'ils ont peut-être vu l'expérience de la Guinée et d'autres pays qui ne sont pas dans la zone CFA. De toute façon, si le CFA n'est pas arrimé à l'euro, il va être arrimé à une autre monnaie, le dollar ou l'autre monnaie. Lors de la rencontre du 13 avril, Bruno Le Maire a refusé que l'on change l'appellation du franc CFA. Mais c'est son opinion. Si nous sommes indépendants, on peut ne pas être d'accord. Et c'est pourquoi je te dis que c'est la servitude volontaire. Bruno Le Maire défend les intérêts de la France. Et je comprends qu'un homme de la droite comme Bruno Le Maire défend le CFA. Parce que c'est quoi le CFA? C'était colonie française d'Afrique. En tant que Français, il est peut-être nostalgique de cette période-là. Mais nous, en tant qu'Africains, est-ce qu'on doit être nostalgique de cette période-là? Non. Et si c'est à mon avis, ce qui gêne, techniquement, c'est le nom. Mais si le nom change, on peut changer le nom. Mais même si on change le nom, il ne va pas y avoir de changement fondamental. Oui. Chez Ariane, la mise en examen de Vincent Bolloré est sur toutes les lèvres. Et si les choses s'étendent vers l'Afrique, voire au Sénégal, sur ce plan, peut-on s'attendre à un feuilleton politico-judiciaire? Mais les choses s'étendront vers l'Afrique, naturellement. Parce que, les choses s'étendront en Afrique, parce qu'en Afrique, nous avons des États faibles et des États qui ont failli. Et c'est ça quand même qui est dramatique, qu'un juge français estime que M. Bolloré, pour ce qu'il a fait en Afrique, doit être poursuivi.
Et aucun juge africain n'a osé le faire. Et à mon avis, c'est ça qui est important pour les Africains. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos pays-là, surtout le Sénégal, pour rester chez nous, oui. À mon avis, la justice est le maillon faible de notre démocratie. C'est le maillon faible. Et aujourd'hui, quand on dit justice, j'aime souvent le rappeler, la justice est le seul service de l'État qui porte le nom d'une vertu. Police, ce n'est pas une vertu, gendarmerie, ce n'est pas une vertu, mais quand vous dites justice, c'est le seul service de l'État qui porte le nom d'une vertu. Et quand vous incarnez le seul service de l'État qui porte le nom d'une vertu, vous devez avoir un certain nombre de comportements. Et à mon avis, c'est le maillon faible. Le retour en arrière, les va-et-vient, comme je dis souvent, c'est parce que la justice est le maillon faible. Oui. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, à la limite, c'est très dangereux pour le pays parce que Macky Sall, le président de la République du Sénégal, est élu par tous les Sénégalais. Il va prêter serment devant le Conseil constitutionnel, devant des juges qui ne sont pas élus et qui n'ont d'autre légitimité que leurs compétences. Parce que les juges gardent les valeurs fondamentales qui font que nous vivons ensemble. Et donc c'est pourquoi c'est dangereux aujourd'hui, le fait qu'aujourd'hui, que les Sénégalais estiment qu'aujourd'hui la justice a toujours écrit sur la dictée des politiques. Et ce qui est dangereux aujourd'hui au Sénégal, et à mon avis c'est fondé, que les Sénégalais aient une suspicion légitime sur la justice. Et cette suspicion elle est légitime. Je donne des exemples concrets. En Israël, quand un juge convoque le Premier ministre, mais tout le monde estime que c'est normal. Et personne ne dit que le juge est manipulé par l'opposition. Oui. C'est un juge, il convoque le Premier ministre d'Israël. Vous prenez d'autres exemples. Le juge français qui convoque Bolloré. Vous prenez l'exemple du juge qui, à quelques jours de la campagne électorale, convoque Fillon pour le mettre en examen. Le juge qui, après la présidentielle, convoque l'ancien président Sarkozy pour le mettre en examen. Aucun Français n'ose penser que ces juges écrivent sous la dictée. Et tout le monde estime que c'est normal. Le régulateur naturel de notre système, c'est la justice. Oui. Mais pour que la justice soit le régulateur naturel, il faut, à mon avis, que les juges prennent leurs responsabilités. Oui. Prendre ses responsabilités, de dire aux politiques que l'agenda de la justice ne doit pas être l'agenda de la politique. Oui. Et malheureusement, depuis des années et des années, nous avons l'impression que la justice écrit sur la dictée de l'exécutif. Pour mieux comprendre, intéressons-nous à ce temple de Thémis où il y a eu les procès Khalifa Sall, Barthélémy Diaz. À côté, il y a cette affaire suscitée par le magistrat démissionnaire Ibrahima Amidou Dème. En faisant le point, n'êtes-vous pas tenté de dire que cette justice est devenue le bras armé de l'exécutif? Et c'est pourquoi je parle de suspicion légitime. La suspicion envers la justice, la suspicion envers nos magistrats, elle est légitime. Et dans un pays, quand on arrive à avoir une suspicion légitime sur la justice, ça devient dangereux pour tout le monde. Et je prends des exemples où, à la fois, comme disent les journalistes, et ils ont raison, c'est des affaires politico-judiciaires. Ça veut dire que les juges sont enfermés. Les pauvres juges, ils sont enfermés. Si vous prenez l'exemple de Karim Wade, et là où il y a la politique, c'est quand Macky Sall, de façon légale et souveraine, décide de rejeter la CPI, la CREI. Ouais. Et c'est quoi la CREI? La CREI, c'est un renversement de la charte de la preuve. Et quand vous êtes poursuivi par la CREI, vous êtes forcément condamné. Vous dites à quelqu'un, nous sommes fondés à penser que vous avez tant de milliards, justifiez-le. Ouais. Et c'est là où il y a la politique, le fait que Macky Sall décide de rejeter la CREI. Il n'y a pas de possibilité de faire appel. Il y a de renversement de la charte de la preuve. Le fait que même qu'il décide de rejeter la CPI. Et c'est ça la politique. Maintenant, le reste, ça devient une affaire de justice. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a en amont. Et quand vous passez devant la CREI, le juge ne peut que vous condamner. On vous poursuit pour des milliards, vous ne pouvez pas le juger, le juge ne peut que vous condamner. Prenez l'affaire Khalifa Sall. Là où il y a la politique, c'est quand l'IGE fait son rapport, et le président décide de transmettre ce rapport au procureur. Décide cette année-là de transmettre ce rapport au procureur. Le juge, le pauvre juge, ne peut condamner Khalifa Sall. Les juges sont payés pour dire la loi. Les juges sont payés pour appliquer la loi. Oui. Les juges ne sont pas payés pour, à la limite, pour faire des analyses sur le contexte politique. Si vous mettez à la place du juge Lamotte, on met sur sa table sans fausse facture. Et donc, il ne peut que condamner. Le juge est enfermé. C'est pourquoi on dit que les juges sont le bras armé. Et à mon avis, c'est ça qui aujourd'hui qui pose le problème dans nos systèmes. Oui. Ça veut dire qu'il y a une surdimension du politique. Le fait que le président de la République ait ce pouvoir de dire « je transmets ». Oui. Il faut trouver un système où la transmission est automatique. Et la loi doit avoir une portée toujours générale. Ça veut dire que à un juge, on ne lui demande pas de dire « oui, nous sommes à
6 mois de la présidentielle, Khalifa Sall est l'adversaire de Macky Sall, donc on demande aux juges d'appliquer la loi. Et c'est quoi appliquer la loi? Si vous mettez sur la table du juge sans fausse facture, il est obligé de vous condamner. Mais ce qui est important, c'est qu'en amont, pourquoi dans ce contexte particulier, on décide de transmettre le dossier à la justice? Pourquoi la CREI qui était morte depuis pendant une vingtaine d'années, pourquoi subitement en 2012, on décide de le ressusciter? Et comme je dis, c'est légal. Et c'est ça les dérives de l'État légal. Le fait de se dire c'est légal, la loi me permet de le faire, je le fais. Et l'État de droit, c'est de dire que non, il y a un certain nombre de règles intangibles, que même si j'ai la majorité, je ne le fais pas. Et ce qui fait que demain, s'il y a aujourd'hui alternance en 2019 ou en 2024, les successeurs de Macky vont se fonder sur les mêmes textes pour faire condamner les hommes de Macky. Et ce qui nous enferme dans un éternel recommencement. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on soit d'accord sur les règles du jeu. Et c'est quoi les règles du jeu? Voilà comment on vote, voilà comment on élit un président, voilà comment on élit un maire. Point final, on ne le change pas. Et voilà les juges. À la limite, les juges ne peuvent pas être sous la dictée de l'exécutif. On trouve un système où le système judiciaire est autonome. En Israël, le système judiciaire est autonome. On peut ne pas être d'accord avec Israël, mais quand même c'est un exemple intéressant. Un juge qui convoque un premier ministre en exercice. On est souvent habitué à voir des juges convoquer des opposants. Mais un juge qui convoque un premier ministre en exercice, ça veut dire que le système judiciaire israélien est assez autonome. Oui. Le procès des 32 présumés djihadistes bat son plein. Dans la situation actuelle, est-ce que le moment est opportun? Pour les juger? Oui. Mais, comme je dis, au moins sur ce cas, c'est vrai. Le temps de la justice ne doit pas être le temps de la politique. Oui. Ce n'est pas parce que nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Non, je ne veux pas parler de la situation nationale, mais au plan régional. Non, mais le avec juge, tout ce qui se passe chez nos voisins. Au contraire, ce serait dramatique de dire que, vu la situation, quand même ces gens-là sont en prison depuis 2 ans. Et ça aussi, c'est la justice. Le fait de ne pas avoir des longues détentions préventives, ça fait partie des droits élémentaires de la personne. Les personnes qui sont poursuivies sont en prison depuis bientôt 2 ans. J'estime que ils ont été suffisamment en prison, dans un délai raisonnable, ils doivent être jugés, ou bien être condamnés, ou bien être libérés. Sur le plan pénal, sur le plan civil, les juges font le travail. Et là où ils ne font pas le travail, à mon avis, c'est cette soumission, cette servitude volontaire avec les gens de l'exécutif. Prenez l'exemple des chantiers de Thiès. Voilà, ça veut dire que dans un système, on ne peut pas judiciariser les combats politiques. Les combats politiques doivent être des combats politiques. La justice doit être l'arbitre de ces combats-là quand ça dérive. Oui. François Fillon a fait travailler sa femme et le juge a estimé que c'était un emploi fictif. Maintenant que François Fillon soit le favori de la droite, qu'il ait gagné la primaire, ce n'est pas le problème du juge. Le juge estime que dans l'intérêt de la France, ce monsieur-là a fait travailler sa femme pendant des années et c'était un emploi fictif. Oui. Et à mon avis, il faut que le Sénégal en arrive à ça, où l'agenda de la justice est complètement séparé de l'agenda de la politique. Pour l'instant, c'est l'inverse. Pour contextualiser, ce procès s'ouvre à Dakar et au même moment, il y a cette visite controversée du ministre des Affaires étrangères, Maître Sidiki Kaba, en Israël, précisément à Jérusalem. N'y a-t-il pas lieu de craindre des représailles? Non, mais je ne crois pas. Mais le Sénégal est un État souverain. Le Sénégal a décidé d'avoir... Israël a une ambassade ici au Sénégal. À mon avis, c'était une maladresse parce que quand même, historiquement, c'était une maladresse dans la démarche. Historiquement, le Sénégal a toujours été le plus grand défenseur des Palestiniens. Pendant des années, le Sénégal a été le représentant pour le droit inaliénable des peuples palestiniens. Tu ne peux pas avoir... Arafat était tout le temps reçu ici. Oui. L'ancien ambassadeur de Palestine, M. Hosseini, est mort à Dakar, il était entré ici. Le Sénégal est l'un des pays les plus proches de la Palestine. Et historiquement, l'histoire retiendra que le Sénégal est l'un des rares pays à avoir réussi à faire condamner Israël. Vous ne pouvez pas être à ce niveau de proximité avec les Palestiniens et aller en Israël, aller devant... Moi, ça ne me gêne pas de voir Sidiki Kaba devant le mur de lamentation. Mais quand même, c'est gênant que Sidiki Kaba aille à la mosquée d'Al-Aqsa sans pour autant prévenir les Palestiniens. À mon avis, c'est une maladresse que les diplomates sénégalais ont rapidement rectifié parce que l'ambassade de Palestine a sorti un communiqué pour dire qu'il n'y a aucun problème entre le Sénégal et la Palestine. C'était une maladresse. Oui, l'éducation est dans une zone de turbulence. Cette fois-ci, l'État peaufine comme stratégie la radiation des syndicalistes. Est-ce la bonne formule? À mon avis, ce débat sur l'éducation, dans un système démocratique normal, si nous n'étions pas tout le temps, si nos cerveaux, notre esprit, notre attention n'étaient pas tout le temps piratés par le fichier électoral, le parrainage, les politiciens, à mon avis, ça c'est un débat national.
Parce que le Sénégal est une république. Et c'est quoi la république? Oui. La république est le système qui abolit le hasard de la naissance pour le remplacer par le mérite. La monarchie est le système qui se fonde sur le hasard de la naissance. Monsieur Macky Sall est né à Fatick par son mérite personnel et grâce à l'école, il est devenu président de la République. Si vous constatez de tous les présidents que nous avons, il n'y en a aucun qui soit né à Dakar. Pour les premiers, c'est la même chose, à l'exception notoire de M. Abdou Mbaye ou quelqu'un d'autre. Donc c'est ça la République. Ça veut dire que par le mérite personnel, vous pouvez accéder au sommet grâce à l'école. Et à mon avis, qu'il y ait une grève pendant 3 mois et qu'on parle d'année blanche, à mon avis, c'est l'une de nos crises nationales les plus graves. Et à mon avis, le cerveau des politiciens doit être consacré à régler ce genre de questions. Et à mon avis, c'est une menace grave pour le pays. C'est une menace pour la sécurité nationale du Sénégal. Parce que l'avantage comparatif du Sénégal a toujours été la qualité de ses ressources humaines. C'est cette école publique-là qui a produit Senghor, qui a produit Abdou Diouf, qui a produit Abdoulaye Wade, qui a produit aujourd'hui Macky Sall. Et aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes tout le temps gouvernés par des gens qui sont nés dans le monde rural, fils de paysans, fils de gardiens, et qui, par leur volonté personnelle, accèdent à la présidence de la République. C'est une menace nationale parce qu'aujourd'hui, il va y avoir 2 Sénégal. Le Sénégal des gens qui ont les moyens et qui envoient leurs enfants à l'école privée, qui vont au cycle normal, et l'école publique, qui est l'âme de la République, deviendrait une sorte de plan B pour les gens qui n'ont pas de moyens. Et c'est ça qui fait que les enseignants peuvent aller en grève pendant 3 mois sans que le pays ne s'en émeuve. C'est seulement récemment que cette crise de l'éducation nationale est revenue aujourd'hui à la une. Et quand vous êtes dans une république, l'école c'est sacré. Et à mon avis, aussi bien les enseignants que le gouvernement doivent faire raison garder et remettre l'écolier au centre. C'est quand même pathétique aujourd'hui de voir que ce sont des élèves qui bloquent les rues pour dire nous voulons étudier. Dans les années 80-90, ce sont les élèves qui partaient en grève. Les enseignants les revenaient pour qu'ils reviennent en classe. Aujourd'hui, c'est quand même pathétique que les élèves, le cri de cœur des élèves en disant nous sommes à 2 mois du BFM et nous avons 4 mois de grève. Et à mon avis, c'est une crise nationale grave et il faut trouver une solution. Parce qu'un pays sans école publique, s'il n'y a plus d'école publique, il n'y a plus d'égalité des chances. Et s'il n'y a plus d'égalité des chances, il n'y a plus de république. Nous allons nous retrouver dans une aristocratie où les gens riches envoient leurs enfants à l'école privée et comme dit Pierre Bourdieu, nous allons assister à une sorte de reproduction sociale. Ça veut dire le fait que Senghor, qui est né à Joal, soit devenu président, le fait qu'Abdou Diouf né à Louga, soit devenu président, Abdoulaye Wade à Kébémer, ce système-là risque de disparaître. Parce que nous allons avoir 2 Sénégal. Le Sénégal des gens riches qui envoient leurs enfants à l'école privée et le Sénégal des pauvres qui n'ont pas d'autre moyen que de maintenir leurs enfants à l'école publique. Si l'État du Sénégal a pris des engagements avec les enseignants, l'État du Sénégal doit faire des efforts pour respecter ces engagements. Mais aussi, comme je dis souvent, on ne peut pas payer un enseignant. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce de dire que j'ai formé un tel, il est devenu aujourd'hui président, il est devenu aujourd'hui Premier ministre. Mais il y a un minimum. Et c'est pourquoi les enseignants et l'État du Sénégal doivent remettre celui qui devait être au centre. Dans le centre, ça veut dire l'élève. Aujourd'hui, pour un enseignant de voir ses élèves barrer la rue pour dire nous voulons étudier, ça doit être un pincement dans le cœur des enseignants. Et c'est pourquoi il est urgent que l'État trouve une solution la plus rapide possible. Mais et qu'on n'en arrive plus chaque année à sauver l'année. Oui, c'est l'État qui a laissé cette crise perdurer. Oui, mais comme je dis souvent, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles. Mais de fait, il y a 2 écoles. Et aujourd'hui, dans chaque coin de rue de Dakar, vous avez une école privée. Aujourd'hui, l'école publique est devenue le choix des gens qui n'ont pas le choix. Des gens qui n'ont pas les moyens. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon parce que la République, comme je dis, depuis que la Révolution française l'a décrétée, la République est le système qui abolit le hasard de la naissance. Ce n'est pas parce que vous êtes fils d'ouvrier que vous devez être condamné. Ce n'est pas parce que vous êtes fils de paysan que vous devez être condamné à être paysan. Et maintenant, le seul chemin pour le faire, pour accéder, pour gravir les marches de la République, c'est l'école. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui est devenu l'école publique, aujourd'hui, à la limite, ça pose un grand problème. L'autre problème qui mérite réflexion, il s'agit de cette perte de recettes fiscales au niveau du ministère de l'économie et des finances. Cela ne mérite-t-il pas une enquête parlementaire pour en savoir plus? Oui, mais ça c'est le travail des députés. Les députés peuvent dire que pour telle question n'est pas claire, on va saisir, on va faire une enquête parlementaire. Et c'est ça le travail des députés, à mon avis. Mais ça, pour avoir aussi le Parlement est un grand problème. Aujourd'hui, pour avoir un Parlement de qualité, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on aille vers plus de proportionnel.
aussi longtemps que les députés vont être élus sur des listes, ils vont estimer qu'ils sont des députés du pouvoir. Oui. Maintenant, si c'est une proportionnelle, si vous êtes élu par votre localité, vous estimez que votre premier devoir, c'est de défendre votre localité. Et c'est pourquoi les grandes démocraties, c'est charmant, c'est pourquoi aux États-Unis, vous voyez souvent des républicains voter contre un projet républicain, ou bien des démocrates voter contre un projet démocrate. Ça arrive en France. Et à mon avis, il faut qu'on en arrive à ça, à plus de proportionnel, que le député sente qu'il a été élu par une localité et non pas qu'il a été élu, sur une liste. Oui, je vous remercie, M. Yorodia. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes politologue et on s'entretenait avec vous dans l'émission Opinion sur Walfadjri. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de revenir dans cette maison que je considère comme la mienne. Merci beaucoup. Merci. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Ahmed Tidiane Diop qui a réalisé cette émission. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination et Ousseynou Sall pour la décoration. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.